soit. Donc, nous avons, vous l'avez dit, nous avons été modestes, nous avons essayé d'être raisonnables pour montrer que nous ne sommes pas farfelus ou fantaisistes. Il ne sert à rien de dire que vous avez un budget de 10 milliards ou de 20 milliards en sachant que voilà, c'est totalement hors de portée. Si vous visez, vous avez un budget estimatif de 10 milliards et que vous ne pouvez pas collecter 5 milliards, c'est très embêtant. C'est très problématique. Cela veut juste dire que vous ne pouvez donc pas atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés. Mais nous avons travaillé serré, parce que nous savons aussi, vous savez, ceux qui ont des moyens illimités font des budgets illimités. Nous n'avons pas de moyens illimités, donc en fait nous dimensionnons notre budget avec ce que nous pouvons faire. Nous avons l'expérience de cela. Quand en 2018 nous avons fait notre campagne, on a dit que nous avions 3 ou 4 milliards, si vous vous souvenez, n'est-ce pas, ça a circulé. Et je dis, nous sommes en train de nous battre pour ne pas être indigents comme en 2018. Pourtant, on nous a prêté 3 ou 4 milliards en 2018, on aurait voulu les avoir. Croyez-moi, ils auraient vu encore une autre campagne que celle qu'ils ont vue. Donc nous travaillons, parce que nous sommes conscients de la modicité de nos moyens, nous travaillons avec une exigence absolue sur le plan financier. Si vous regardez ce que le MRC réalise et avec quels moyens, vous serez étonnés. Et ce qui veut dire, c'est aussi un message indirect pour dire que nous sommes prêts à diriger le pays parce que nous sommes des gens sérieux qui font beaucoup avec peu. 6 milliards n'est pas énorme en effet, mais ce n'est pas si modeste que ça. Si nous atteignons notre objectif de 6 milliards, croyez-moi, nous battons une campagne à la hauteur de 6 milliards et vous verrez la différence. Donc, mais il s'agissait surtout pour nous d'arrêter un budget réalisable, pour ne pas dire réaliste. Nous connaissons aussi la situation de nos compatriotes. Elle n'est pas de plus reluisante. Il y a des fortunes énormes au Cameroun. Il y a des gens, en particulier dans les circuits administratifs ou ailleurs, qui sont beaucoup enrichis. Mais il ne faut pas confondre ce petit groupe ou cette minorité avec l'ensemble de la population qui est dans la souffrance. Et donc nous avons fixé un budget auquel peut participer chaque Camerounais à la hauteur de ses moyens et nous permettre en réalité de mener la campagne et surtout de mener, c'est au-delà de la campagne, parce que quand on parle de campagne, on ne voit que la communication, les gadgets, c'est l'ensemble des opérations électorales. Quand on dit mettre des représentants dans les bureaux de vote, c'est plus la campagne, pourtant c'est la clé de tout. C'est la clé, c'est le cœur même de ce budget. Donc voilà, je pense que, encore une fois, c'est modeste, mais en même temps, c'est réaliste. Et nous pensons que, comme la loi permet à toute personne établie au Cameroun, ça c'est la loi qui le dit, c'est pas moi, toute personne établie au Cameroun de faire des dons à un parti politique, nous espérons que même les personnes qui ne sont pas militantes du MRC, mais établies au Cameroun, ne prendront part à cette campagne de levée des fonds. Et que même les Camerounais les plus modestes sauront qu'ils peuvent arriver à mobiliser qui 1 000 francs, 2 000 francs, 5 000 francs, ça n'arrive qu'une fois. D'abord dans un mandat de 7 ans, dans la durée d'un mandat, mais ça n'arrive, une élection comme celle qui va avoir lieu en 2025 au Cameroun, n'arrive pas tout le temps. Ça arrive peut-être tous les 50 ans. Peut-être qu'on n'aura même plus jamais une élection dans cette configuration-là. Parce que si le candidat plus ou moins annoncé, en tout cas certains de ses camarades l'appellent à présenter sa candidature, donc si le candidat du RDPC que ses camarades appellent à être leur porte-flambeau se présente, je dirais qu'il sera difficile avant très longtemps d'avoir encore un candidat sortant qui a 42 ans d'exercice du pouvoir ou 43 ans d'exercice du pouvoir derrière lui. Je ne parle même pas de son âge.
mais déjà la durée d'exercice du pouvoir. Donc c'est quand même une élection assez particulière, assez spéciale, assez unique même, dirais-je, dans l'histoire politique de notre pays. L'autre point important, c'est la contribution de la diaspora. Nous avons séparé la contribution des militants et sympathisants du MRC, ainsi que des personnes établies au Cameroun, résidant au Cameroun, de la contribution de la diaspora. Parce qu'ils vont avoir un mécanisme de collecte propre à la diaspora. Parce qu'il faudra que nous-mêmes, nous y voyons clair, afin d'éviter justement ce que vous avez dit. L'argument trop facile qu'on essaye de nous coller par tous les moyens depuis 7 ans à peu près, puis qu'il y a la crise et la guerre civile dans le Nozo, de dire que nous finançons les sécessionnistes, ce qui est le comble de l'ironie, n'est-ce pas? Nous avons des procédures devant les tribunaux, y compris avec notre 3e vice-président qui est devant les tribunaux, à cause justement d'allégations de ce genre, une participation à une réunion pour financer la sécession. Il faut quand même que les Camerounais sachent la vérité. C'est que nous sommes ceux qui ont toujours été extrêmement clairs sur tout ce que nous avons fait, y compris par rapport à nos frères et nos compatriotes anglophones. Lorsque nous avons, en tant que parti politique, collecté des vivres et autres choses pour appuyer nos compatriotes anglophones, nous sommes passés par une ONG connue et par des canaux officiels connus qui étaient l'ONG de Paul Aya Abimé, pardon. Donc c'était clair. En dehors de ça, nous n'avons plus jamais collecté un centime ni quoi que ce soit pour envoyer à qui que ce soit. Il faudrait d'ailleurs que nous-mêmes nous en ayons assez pour plutôt aller financer les sécessionnistes. Et la question que je m'attends à voir poser aux personnes qui font de telles allégations, et je vous prierai, si vous en avez l'occasion, de la poser à ces personnes. Quel est notre intérêt? Qu'est-ce que nous gagnons à la sécession du Cameroun? En tant que parti politique, moi en tant que candidat, qu'est-ce que je gagne? Sauf si on me prend pour quelqu'un qui ne comprend pas en réalité le sens même de son engagement. Vous voyez quelqu'un qui a envie de diriger un pays et il veut que ce pays-là soit amputé d'une partie avant qu'il le dirige. Vous voyez quelqu'un qui a consacré, je n'aime pas parler de ça, mais pour le coup, on peut évoquer cela. Près de 17 ans de sa vie, entre la procédure devant la Cour et la mise en application de l'arrêt, près de 17 ans de ma vie, à défendre l'intégrité de son pays, l'intégrité territoriale de son pays, qui ensuite finance en sous-main des gens pour qu'ils fassent la sécession. Il faut quand même que nos compatriotes qui sont aux affaires ne perdent pas la raison à ce point-là. Bien sûr, il y a toujours quelques Camerounais pour les suivre, parce que malheureusement, la population, la foule est ainsi faite. Mais dès lors que les gens se posent un peu quelques bonnes questions, on voit le ridicule qu'il y a derrière cela. Donc je voudrais juste vous dire que pour ce qui concerne les contributions de la diaspora, ils auront leur propre mécanisme de lever des fonds là-bas. Nous contrôlerons, nous vérifierons les sources des contributions pour nous assurer que ce sont des contributions qui sont conformes à nos lois avant effectivement d'entreprendre les procédures de rapatriement des fonds ici. Les données qu'on vous a montrées aujourd'hui, c'est-à-dire les données bancaires, les coordonnées bancaires, les coordonnées MTN, c'est pour les Camerounais vivant au Cameroun résident. Mais alors dans ce cas, je leur dis clairement, je voudrais être très clair, que la diaspora n'est pas concernée par les mécanismes mis en place sur le plan interne pour lever les fonds. La diaspora aura son propre mécanisme. Il y a d'ailleurs, on m'a dit, une plateforme informatique et tout ça qui sont en train de mettre en place pour la levée des fonds dans la diaspora. Ensuite, nous y verrons clair
avant de faire les rapatriements des fonds au Cameroun conformément à la législation de notre pays. Nous n'avons pas besoin d'aller chercher des fonds de je ne sais qui ou de créer une ouverture pour des mécanismes de blanchiment d'argent ou n'importe quoi. Ça ne nous intéresse pas. Nous estimons, nous avons tenu pendant 13 ans sans avoir de financement. Quand en 2018, on nous a jeté comme une aumône à des crèves la faim, 30 millions, on nous a dit ouais, les candidats recevront 30 millions, 15 millions pour les candidats à l'élection présidentielle, 15 millions avant les élections et si vous obtenez les 5%, 15 millions après. J'ai dit nous n'avons pas atteint ce niveau de mendicité. L'État nous demandait 30 millions pour la caution. L'État nous demande d'ailleurs toujours, la loi demande 30 millions pour la caution. Et le même État nous donne 15 millions. Mais enfin, quand même, on se moque de qui? Pour dire qu'il y a un financement public. Après, on a dit oui, le MRC comme ça. Non, nous sommes des gens dignes et nous sommes fiers. Et nous n'accepterons pas la mendicité. Par conséquent, nous nous mobiliserons. Même si cette campagne de levée de fonds ne devait rien donner, je sais pouvoir compter sur les militants du MRC, comme en 2018, pour que nous réunissions ce qu'il faut pour aller battre campagne. Il faut arrêter cela. Qu'est-ce qu'on a fait jusque-là? Vous avez vu notre convention, on l'a organisée. Vous croyez, on a fait quoi? On a fait l'appel public à épargne, ce sont les militants du MRC. Nous avons loué la salle du Palais des Congrès. Il y en a qui tiennent leur réunion là-bas pour rien, gratuitement. Nous, on loue. Et on peut vous donner les chiffres et les montants. Donc, il faut qu'on arrête cela. C'est parce que je prétends, vous me donnez là une ouverture, je prétends que nous sommes le premier, historiquement parlant, le premier grand parti politique organisé avec des militants dans l'histoire politique du Cameroun. Et je vais vous dire pourquoi, sans vanité aucune. Le premier grand, historiquement parlant, c'est l'UPC, mais qui n'a pas eu le temps de se déployer, puisque l'UPC, né en 1948, dès 1955, était contraint au maquis, parce que l'UPC était interdite. Donc, ils n'ont pas eu la durée que nous avons eue. Ils n'ont pas eu, je ne veux pas citer les autres partis existants à l'heure actuelle, mais qu'on me montre des partis politiques qui sont restés constants, qui sont restés fermes dans leur vision, disant que nous ne venons pas accompagner un parti politique, mais nous venons parce que nous avons une offre alternative au peuple camerounais, nous voulons diriger ce pays, et qui a tenu 13 ans comme nous le faisons. En faisant l'objet de toutes les attaques, en faisant l'objet de toutes les brimades, en faisant l'objet de toutes les répressions possibles et pas impossibles. Non, c'est parce que nous avons des militants de conviction. On a des militants engagés. Et dès que vous êtes militant engagé au Cameroun, on vous appelle extrémiste. On dit que vous voulez faire l'insurrection. On dit que vous êtes des rebelles. Juste parce que vous restez ferme dans vos convictions et que vous êtes fidèle à votre engagement. Et nous le resterons. C'est la voie de l'avenir. Nous avons toujours dit le MRC ne peut pas être dimensionné à notre propre temporalité, à notre propre vie. Le MRC est porteur d'un idéal. Les Camerounais, j'en parlais tout à l'heure, avaient un des membres du comité des sages. Est-ce que la jeunesse camerounaise rêve encore? Non. Du désert. Non. Peut-être du désert. Parce que d'ailleurs, quand on veut se moquer de toi, on te dit que tu es un rêveur. Mais si les jeunes ne rêvent pas, où va le pays? Donc, nous offrons des perspectives à notre pays, à notre jeunesse, et nous sommes fermes et constants là-dessus. Vous avez posé dans votre troisième question, vous avez soulevé un problème que je n'aurais pas voulu rouvrir ici, parce que ça devient un serpent de mer. Dans un dernier message que j'ai fait à la suite d'une sortie du secrétaire général du comité central du parti dirigeant, j'ai dit que je n'y reviendrai plus. Pourquoi cette question se pose à moi? Je voudrais que quelqu'un me l'explique. Pourquoi cette question se pose à moi? On dit que le MRC
Vous-même, comme vous avez posé votre question en disant, comme le MRC ne peut pas présenter directement un candidat, vous décidez à la place du MRC. Je vous ai dit que le MRC pouvait présenter un candidat. Pourquoi vous nous déniez ce droit-là? C'est quand même extraordinaire. Parce que quelqu'un quelque part, un monsieur quelque part, avec ses relais sur des plateaux de télévision, sans doute ils n'ont pas mieux à faire que cela, dit que comme on a boycotté les élections de 2020, nous ne sommes plus qualifiés pour présenter une candidature à la présidentielle au Cameroun. Et voilà ce qu'on prend ça comme parole d'évangile. Alors, mon cher ami, je voudrais vous poser la question. L'élection présidentielle au Cameroun est-elle régie par le code électoral ou par la déclaration d'un homme politique? C'est la loi. Ben voilà. Alors pourquoi est-ce que les gens ne se donnent pas un peu de peine de regarder la loi? Ils seraient tranquilles, ils seraient sereins. Je vous ai dit que le MRC peut présenter la candidature de Maurice Kamto. J'ai dit de Maurice Kamto puisqu'ils m'ont investi candidat par l'élection à la dernière convention. Mais parce que la loi est claire, ce n'est pas la participation à une élection qui conditionne cela. C'est là-dedans qu'on veut vous enfermer. La loi dit que le candidat doit être présenté par un parti ayant des représentants dans des assemblées élues. C'est pas ça? Est-ce que la loi a dit que le candidat doit être présenté par un parti ayant participé aux dernières élections législatives? Pourquoi vous voulez réécrire la loi? Tous les jours, vous me dites, la presse, j'entends sur les plateaux de télévision, on dit que oui, Kamto, bon, vraiment c'est un bon juriste, machin, il est un mauvais politicien. Mais donc, concédez-moi au moins que je suis bon, un peu. Mais tout le monde, les gens disent ça, et la minute d'après, ils veulent me donner des leçons de droit. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Monsieur le Président, on croit qu'on veut faire cela. On veut conditionner le Conseil constitutionnel ou les CAM en disant que oui, vous ne devez pas accepter la candidature de Kamto. Mais là, ce serait une violation de la loi. Et les gens veulent ouvrir la boîte à Pandore. Mais s'ils ouvrent la boîte à Pandore, qu'ils ne soient pas étonnés qu'un monstre puisse sortir de la boîte à Pandore. Oui. Monsieur le Président, avec votre permission, je vous relance parce que la question est cruciale. Nous avons pour mission d'informer et d'édifier l'opinion publique. Je suis en train de vous répondre, oui. La loi dit clairement que le candidat d'élection présidentielle est présenté par un parti qui a des représentants à l'Assemblée, des conseils. En l'état, le MRC n'a pas de représentants à l'Assemblée et depuis l'élection, les élections de février 2020, le MRC n'a pas de conseils municipaux. Sur quelle base, donc sur quel levier juridique le MRC peut, parce qu'il est question pour nous de comprendre et d'édifier l'opinion. Il n'est pas question de tomber dans le... Bon, merci. Je m'attendais à ce que, en bon journaliste que vous êtes, vous me posiez d'abord la question, est-ce que le MRC a des élus? Mais au lieu de ça, vous avez conclu comme font tous les autres. Vous avez décidé que non, vous n'avez pas de machin. C'est là toute l'erreur et le mensonge qu'on distille dans les réseaux sociaux et sur les plateaux de télévision part de là. Pourtant, je l'ai dit, pourquoi est-ce que moi, quand je parle, personne ne m'écoute? J'ai dit que nous avons des élus. Pourquoi vous ne voulez pas accepter ça? Mais je ne comprends. Vraiment, il faut que je dise ça dans quelle langue? Le MRC a des élus. Et vous voyez, c'est ça qui est difficile à comprendre chez eux. Ils disent, non, mais comme vous n'avez pas participé aux dernières élections, vous ne pouvez pas avoir des élus. Mais mon ami, la loi, la législation d'un pays est un tout. Vous ne faites pas, ce n'est pas, comme disent les anglo-saxons, ce n'est pas une liste dans laquelle vous faites pick and choose. Ce n'est pas un shopping list. Je prends ceci, je laisse cela. Non. Nous avons des élus. Pourquoi? Parce que l'article 15, alinéa 4 de la Constitution dit que tout mandat impératif est nul. Tout mandat impératif est nul. Et cette disposition a une histoire. Demandez à ceux qui étaient là lorsqu'on a adopté la Constitution de 1996.
Si vous voulez, le débat aura lieu, si les gens ne comprennent pas. Mais à ce moment-là, le débat aura lieu. Peut-être faudrait-il même que il y aurait peut-être lieu à une occasion, mais moi, je ne veux pas entrer dans les explications aujourd'hui. Si les Camerounais ne peuvent pas me croire, me faire confiance à mon parti, qu'on a examiné la question, que nous ne sommes pas des gens qui se lèvent et font du n'importe quoi, alors libre à eux. Mais s'ils préfèrent croire des communicants de partis politiques qui ont leur agenda sur les plateaux de télévision, qui balayent tout du revers de la main et qui disent n'importe quoi, libre à eux. Mais qu'est-ce que vous voulez que je dise? Donc, il n'y a pas de mandat impératif. Donc, je suis élu de tel parti A. Demain, je démissionne de ce parti. Je vais dans le parti B. Je ne vais pas dans le parti B en laissant mon mandat dans le parti A. Est-ce que vous me comprenez? Je pars avec mon mandat. Parce que le mandat n'est pas impératif. Quand on dit mandat impératif, ça veut dire que le parti, si le mandat était impératif, c'est que le parti peut te déchoir à tout mandat. Donc il détient le mandat, ça lui appartient. Et c'est pour cela que je vous dis, la disposition n'est pas arrivée dans la Constitution par hasard. Et les mêmes qui ont mis dans la Constitution, parce qu'ils en ont profité, parce qu'ils ne vous disent pas qu'il y a des militants, députés du SDF qui ont démissionné pour rejoindre le RDPC, ils l'ont chassé. Ils l'ont chassé. On va sortir tout ça. On va sortir tout ça. Donc nous avons des élus. Ça c'est le premier scénario. Donc si nous voulons, nous présentons comme MRC notre candidature. Mais nous voulons, je l'ai toujours dit, j'ai demandé au Conseil national de mon parti qui nous a donné ce mandat, nous voulons avoir toutes les cartes en main et faire le choix. Deuxième option. Vous me dites, oui, il faut nous dire maintenant comment vous allez faire. Mais deuxième option, on peut être présenté par un autre parti politique. C'est pas possible? Est-ce que c'est nous qui inventons? 2018, il y a eu 3 candidats présentés par un parti politique dont ils n'étaient pas membres, non? Enfin, auxquels ils avaient adhéré le jour où on les investissait. Mais je crois que vous les connaissez. Il y a eu l'honorable Cabral Libi, présenté par Univers, par le parti Univers. Il y a eu Feu, le pasteur, voilà, Franklin Difford, qui a été présent, qui fut présenté par le MSNC, je crois que c'est le parti de, voilà. Et le troisième qui était Maître Akere Mouna, qui était présenté, je ne me souviens plus du parti. Mais ils étaient tous présentés par des partis politiques dont ils n'étaient pas membres, qui n'étaient pas les leurs. Donc, pourquoi est-ce qu'on nous... Parce qu'on fait circuler. Il y a un certain département ministériel qui fait circuler des choses et dit à tout le monde, à qui veut l'entendre, dans tous les milieux, que je ne vais pas détailler ici, que Kanto ne sera pas candidat. Nous, on a décidé comme ça. Le président de la République était très magnanime. Il lui a donné l'occasion de prendre part au marché. Il a refusé. Maintenant, il doit attendre même 2032 ou 36 ou 37. Voilà. Voilà ce qui fourvoie les Camerounais. Mais c'est une construction et un discours fait exprès pour décourager les Camerounais, pour démotiver les Camerounais. Ceux qui ont envie du changement vont dire, oh, mais pourquoi aller s'inscrire, puisque, voilà, si nous pensions qu'on peut même voter pour lui, c'est pas la peine de bouger. De la même façon, la campagne de fundraising que nous lançons, ils vont continuer plus activement. Pourquoi on ne contribue pas? Pourquoi vous contribuez pour quelqu'un qui ne va pas être candidat? Donc ça ne sont... J'ai vu des gens, y compris certains fameux lanceurs d'alerte, ils parlent juste avec une nervosité. Tu te demandes, mais quel est donc son intérêt dans cette affaire? Que je vous ai dit que quand on ne sera pas candidat, si vous voulez écouter moi, ne m'écoutez pas. Comment ça? C'est seulement le problème de candidature là où il y a autre chose derrière. C'est comment? Et les gens laissent leurs propres problèmes. Ils viennent dans nos... Ils connaissent nos problèmes, ils gèrent nos problèmes mieux que nous. Troisième option avant de sortir. Troisième option, il y a la candidature indépendante. Bien que je sois le président national du MRC, je peux avoir les 300 signatures et dire que je me présente comme candidat indépendant. Est-ce qu'on va refuser? Donc pourquoi est-ce qu'on est en train de vous dire qu'il ne sera pas candidat?
Deuxième chose, est-ce que c'est un parti politique qui décide qui est candidat ou pas? Est-ce que c'est un ministère ou une administration ou un département ministériel qui décide qui est candidat ou pas? Bon, pourquoi on n'attend donc pas que les instances compétentes décident le moment venu? Mais on veut... Vous avez vu que il renverse en fait les choses. On dit que c'est nous qui créons un climat de peur, alors que c'est eux qui veulent créer un climat terrible en préparant les Camerounais, l'esprit des Camerounais au fait qu'on rejettera ma candidature. Et donc chacun dira, mais on vous l'a dit depuis, ce monsieur n'a pas participé aux élections, pourquoi il vient se plaindre? C'est absolument faux. J'ai dit, il ne faut pas que les gens jouent avec le feu. Personne n'a intérêt. Je le dis en toute simplicité. Ils vont encore aller dire que j'ai dit que c'est l'insurrection, machin. Non. Dans un monde en perpétuelle mutation, marqué par des crises économiques, des bouleversements politiques et des défis existentiels, il devient impératif d'adopter une approche pragmatique et visionnaire pour garantir un bien-être durable. Loin des recettes simplistes et des promesses utopiques, la quête d'une meilleure qualité de vie repose sur des principes solides, applicables à tous et vérifiables dans le temps. Cette réflexion, nourrie par l'analyse critique de la conférence de presse du 30 janvier 2025 de Maurice Kamto, met en lumière plus de 10 conseils fondamentaux pour transformer sa réalité quotidienne, renforcer son autonomie et bâtir un avenir prospère. L'un des premiers conseils essentiels à appliquer dans sa vie est la gestion rigoureuse des ressources, qu'elles soient financières, temporelles ou intellectuelles. Maurice Kamto évoque dans sa conférence la nécessité d'un budget réaliste et réalisable pour mener à bien une campagne électorale. Ce principe s'applique parfaitement à la vie personnelle. Il est crucial de définir des objectifs financiers cohérents avec ses revenus et ses capacités d'investissement. Trop souvent, l'illusion d'une richesse illimitée pousse à des dépenses inconsidérées, générant stress et insécurité. Une bonne qualité de vie commence par une discipline budgétaire stricte, permettant d'éviter l'endettement inutile et de se concentrer sur les dépenses qui apportent une réelle valeur ajoutée à long terme. L'importance de l'engagement et de la conviction dans ces actions constitue un autre fondement clé. La conférence met en lumière la persévérance du mouvement pour la renaissance du Cameroun, MRC, face aux obstacles politiques et administratifs. Ce principe est applicable à tout individu souhaitant améliorer sa qualité de vie. Rien ne peut être accompli sans une détermination inébranlable. Trop souvent, la facilité et la résignation conduisent à l'échec. S'engager pleinement dans ce projet, qu'ils soient professionnels, familiaux ou personnels, est la seule manière d'obtenir des résultats tangibles. L'histoire regorge d'exemples de figures ayant surmonté l'adversité grâce à une foi inébranlable en leur vision. Un troisième conseil essentiel consiste à savoir mobiliser son réseau et ses ressources humaines. Maurice Kamto insiste sur l'importance de la contribution collective, en particulier celle de la diaspora, pour soutenir une cause commune. Dans la vie quotidienne, ce principe est fondamental. Aucun individu ne réussit seul. S'entourer de personnes partageant les mêmes valeurs, savoir solliciter de l'aide au bon moment et établir des collaborations stratégiques permettent d'accélérer la réalisation des objectifs. La qualité de vie s'améliore significativement lorsqu'on sait utiliser intelligemment les synergies humaines et professionnelles. Un autre élément clé, souvent sous-estimé, est la transparence et l'intégrité dans la gestion de ses affaires. Dans un monde où la méfiance règne, l'honnêteté est une monnaie rare et précieuse. Maurice Kamto aborde la question de la traçabilité des fonds et de la légitimité des contributions financières, soulignant ainsi l'importance de la clarté dans toutes les transactions. Appliquer ce principe dans sa vie quotidienne permet d'éviter les conflits inutiles et de construire des relations solides basées sur la confiance. Que ce soit dans le cadre professionnel ou personnel, la droiture et la transparence sont des piliers inébranlables d'une vie sereine et épanouie. L'éducation et la formation continue constituent un cinquième conseil incontournable. Dans un environnement où les compétences évoluent rapidement, il est indispensable de ne jamais cesser d'apprendre. Maurice Kamto évoque dans sa conférence l'importance de la préparation et de l'anticipation. Se former régulièrement, s'informer sur les tendances et investir dans l'acquisition de nouvelles compétences garantissent une adaptabilité et une résilience à toute épreuve. La qualité de vie repose en grande partie sur la capacité à se renouveler et à s'améliorer continuellement. Un sixième principe à ne jamais négliger est l'importance de la résilience face aux épreuves. La vie est jalonnée de défis imprévus, qu'ils soient économiques, politiques ou personnels. Maurice Kamto illustre cette réalité en expliquant comment son parti a survécu à plus d'une décennie d'attaques et de persécutions, sans se détourner de ses objectifs. Cet exemple montre que la force mentale et la capacité à rebondir après un échec sont des éléments fondamentaux pour une existence épanouissante.
Chaque difficulté surmontée est une opportunité de croissance et d'apprentissage. La gestion du temps est un autre facteur déterminant. Dans un monde où l'attention est constamment sollicitée, il devient crucial de structurer ses journées pour maximiser son efficacité. Maurice Kanto insiste sur l'organisation rigoureuse de sa campagne électorale, un aspect qui peut être transposé à la vie de chacun. La procrastination est l'ennemi de la réussite. Mettre en place un emploi du temps précis, définir des priorités claires et éliminer les distractions inutiles permettent d'optimiser chaque journée et d'atteindre plus rapidement ses objectifs. Un 8e conseil primordial est l'art de la communication et de la persuasion. La conférence de presse de Maurice Kanto met en évidence l'importance de transmettre un message clair, structuré et convaincant. Que ce soit dans la sphère professionnelle ou personnelle, savoir s'exprimer avec éloquence et diplomatie est une compétence précieuse. Une bonne qualité de vie passe par des relations harmonieuses qui ne peuvent être construites sans une communication efficace. Le 9e principe fondamental est l'autonomie et la souveraineté personnelle. Maurice Kanto souligne dans son intervention la nécessité pour un parti politique d'être indépendant financièrement et idéologiquement. Cette philosophie s'applique également à la vie individuelle. Dépendre excessivement des autres, que ce soit matériellement ou émotionnellement, réduit considérablement la liberté d'action. Cultiver son autonomie financière, apprendre à prendre des décisions seul et ne pas être esclave de l'opinion publique sont des stratégies essentielles pour mener une vie équilibrée. Enfin, le 10e conseil, et non des moindres, est l'engagement envers une cause plus grande que soi. Maurice Kanto rappelle que son combat politique dépasse sa propre personne et vise l'amélioration de la condition nationale. De la même manière, une vie épanouie est une vie qui a du sens. S'investir dans une cause sociale, contribuer à l'évolution de sa communauté et œuvrer pour le bien commun sont des moyens puissants d'enrichir son existence. Le bonheur ne réside pas seulement dans l'accumulation de biens matériels, mais aussi dans la contribution à un monde meilleur. L'analyse de la conférence de Maurice Kanto met en lumière des principes fondamentaux qui, appliqués dans la vie quotidienne, garantissent une amélioration substantielle de la qualité de vie. Maurice Kanto, lors de la phase de questions-réponses de la conférence de presse du 30 janvier 2025, a développé une argumentation rigoureuse et méthodique, articulée autour de plusieurs axes fondamentaux qui traduisent sa vision politique et sa stratégie face aux défis auxquels est confronté son parti, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, MRC. L'un des points centraux de son discours a porté sur la question du financement de la campagne électorale, un sujet souvent instrumentalisé par ses adversaires pour tenter de discréditer son mouvement. Il a défendu avec fermeté l'idée que le budget de 6 milliards de francs CFA évoqué par son parti pour mener cette campagne n'était ni une somme irréaliste ni un objectif inatteignable, mais bien une estimation rationnelle des besoins nécessaires à une participation électorale efficace dans un contexte où l'accès aux ressources est asymétriquement réparti entre les différents acteurs politiques. Il a rappelé que lors de l'élection présidentielle de 2018, le MRC avait mené une campagne malgré des ressources largement inférieures à celles de ses adversaires et avait pourtant réussi à mobiliser une part significative de l'électorat, près que son parti savait optimiser ses moyens et s'adapter aux réalités du terrain. À travers cette démonstration, Kanto a voulu souligner que le financement d'une campagne ne dépendait pas uniquement de la disponibilité de ressources financières colossales, mais aussi de la capacité d'un parti à organiser une gestion rigoureuse et efficace des fonds, à mobiliser des soutiens populaires et à exploiter des dynamiques de terrain qui transcendent la simple logique budgétaire. Il a ainsi mis en avant une approche réaliste et pragmatique, en opposition au financement quasi illimité dont bénéficient certains partis liés au pouvoir en place et qui entretiennent des structures de prédation et de clientélisme pour assurer leur survie politique. Ce point a été renforcé par sa dénonciation des obstacles administratifs et financiers qui entravent l'accès équitable au processus électoral, en particulier pour les partis d'opposition qui ne disposent pas des mêmes facilités que ceux au pouvoir. Kanto a insisté sur la nécessité de faire évoluer les mentalités en matière de financement politique, en appelant à une plus grande transparence et à une culture démocratique où la compétition électorale repose sur des principes d'équité et non sur la capacité à acheter des voix ou à manipuler les institutions en charge des élections. Il a par ailleurs abordé les tentatives de déstabilisation du MRC par des manœuvres visant à saper son organisation interne et à affaiblir sa crédibilité auprès du public, notamment par la propagation de fausses informations sur son financement et sur ses liens supposés avec des puissances étrangères. Sur ce point, il a rejeté avec force les accusations portées contre son parti, affirmant qu'il n'avait jamais bénéficié de financements occultes et que ses ressources provenaient essentiellement des contributions de ses militants et sympathisants. Il a dénoncé une stratégie systématique de diabolisation des partis d'opposition au Cameroun, où toute force politique contestant l'ordre établi est immédiatement suspectée d'être au service d'intérêts étrangers, une logique qui vise à discréditer toute alternative politique crédible et à maintenir le statu quo. Il a également mis en évidence les incohérences du régime en place,
qui accuse l'opposition de collusion avec l'étranger tout en entretenant lui-même des relations opaques avec diverses puissances extérieures, notamment à travers des accords économiques et sécuritaires qui ne profitent pas nécessairement aux intérêts du peuple camerounais. Ces critiques s'inscrivent dans une réflexion plus large sur la souveraineté et l'indépendance politique du Cameroun, un thème récurrent dans le discours de Kanto qui considère que la véritable autonomie d'un pays passe par une gouvernance transparente, responsable et fondée sur la légitimité populaire plutôt que sur des arrangements de coulisses entre une élite politique et des acteurs internationaux aux intérêts divergents. À ce titre, il a insisté sur la nécessité de renforcer l'implication des citoyens dans le processus démocratique, en les appelant à ne pas se laisser décourager par les obstacles dressés contre l'opposition et à s'engager activement pour le changement, notamment à travers l'inscription massive sur les listes électorales et la participation au scrutin à venir. Il a souligné que la transformation politique du Cameroun ne pourrait se faire que par une prise de conscience collective et un effort coordonné pour briser le cycle du fatalisme et de la résignation face à un système qui repose sur la peur et l'intimidation. Enfin, il a conclu en réaffirmant sa détermination à poursuivre le combat pour une alternance démocratique au Cameroun, malgré les défis et les tentatives de blocage, affirmant que son engagement en politique ne relevait ni d'une ambition personnelle, ni d'une quête de pouvoir à tout prix, mais bien d'une volonté de voir émerger un Cameroun où les principes de justice, de liberté et d'égalité des chances ne seraient plus des slogans creux, mais des réalités concrètes pour l'ensemble de la population.